Bonjour et bienvenue sur Algomus. Aujourd'hui, dans la méthode UML, nous allons voir comment symboliser en fait l'architecture du système. Donc c'est un nouveau point de vue que nous allons voir aujourd'hui, après les différents diagrammes que nous avons déjà vus, pour symboliser les données manipulées avec le diagramme des classes, pour symboliser comment les acteurs allaient influencer sur notre système avec le diagramme des cas d'utilisation, pour voir les échanges d'informations avec les diagrammes de séquence, et les objets en fait qui avaient plusieurs états qui étaient symbolisés par le diagramme d'état transition. Aujourd'hui, nous allons moins nous intéresser un petit peu de savoir quelles sont les fonctionnalités du système, mais ce que nous allons voir, c'est l'architecture même de la solution que nous allons mettre en place et de voir comment les différents modules en fait s'articulent entre eux et arrivent à proposer les fonctionnalités à l'utilisateur qui va justement utiliser notre produit. Donc ce que je vous propose déjà, c'est de commencer par voir qu'est-ce que l'architecture du système. Eh bien, l'architecture du système, c'est un modèle conceptuel qui définit la structure, le comportement et les différents points de vue d'un système. On l'a vu en fait que comme la complexité des systèmes d'information évolue, en fait, les gros systèmes complexes ne sont plus, il n'y a plus un seul programme qui est derrière ça. On essaye de chercher le plus souvent quelque chose de modulaire, quelque chose de flexible, qui va permettre que l'évolution de la programmation, enfin l'évolution des besoins et l'évolution en termes de fonctionnalité de notre solution, ne soit pas bloquée un jour par une architecture trop rigide. Donc la description de cette architecture est organisée de telle sorte à comprendre le système au travers de ses structures et de ses comportements. C'est-à-dire de savoir quels sont les éléments qui le composent et comment ces éléments aussi vont communiquer entre eux. Elle va permettre de comprendre un système complexe et de le rendre plus flexible aux évolutions. Effectivement, en termes d'informatique et en termes de programmation, rien n'est jamais figé. On a toujours de plus en plus de données, on a toujours de plus en plus de fonctionnalités, les choses évoluent tous les jours, et en fait, il faudrait faire en sorte que notre architecture, justement, la façon dont on a organisé notre code, les différents modules qui composent notre solution, ne se retrouvent pas figés dans quelque chose qui ne pourrait plus permettre une certaine évolution. Donc en informatique, on peut différencier l'architecture logicielle de l'architecture matérielle, mais le cours d'aujourd'hui va s'articuler beaucoup autour de l'architecture logicielle. L'architecture matérielle, ça peut aller de la composition d'un ordinateur, de quel microprocesseur est contenu dans l'ordinateur, jusqu'à l'architecture matérielle. C'est aussi, si vous faites des calculs sur des serveurs dédiés, que vous avez des bases de données sur plusieurs serveurs ou ce genre de choses, que vous avez tout dans le cloud, eh bien ça peut aussi être tout ça, ce sont des éléments de l'architecture matérielle. Nous, on va être dans l'architecture logicielle, c'est-à-dire quels sont les blocs de code, comment ils vont s'articuler, comment toutes les données vont pouvoir être récupérées dans la base de données, comment elles vont pouvoir être affichées à l'utilisateur, ce genre de choses, et quel est en fait le transit que vont suivre ces données pour qu'elles puissent arriver justement de la base de données à l'écran pour pouvoir être rendre disponible à l'utilisateur. Donc ce qu'on va essayer déjà de comprendre, c'est qu'est-ce qu'un composant logiciel. Eh bien un composant logiciel, c'est une boîte noire qui offre des services. Donc boîte noire, c'est un mot qui revient par exemple dans l'aviation. Quand vous avez un crash d'avion, on recherche souvent la boîte noire. Parce que c'est elle qui va en fait contenir toutes les informations. Mais vous vous rendez compte que n'importe qui ne peut pas ouvrir une boîte noire. Elle sera confiée à des spécialistes qui vont regarder à l'intérieur, ce qui s'est passé et qui vont pouvoir décoder cette boîte noire. Eh bien, on peut garder cette idée un petit peu en tête lorsqu'on parle de composants logiciels du type boîte noire, c'est-à-dire que vous ne savez pas comment fonctionne ce qui est à l'intérieur de la boîte. Tout ce que vous savez, c'est que cette boîte et les fonctionnalités de cette boîte sont accessibles à travers ce qu'on appelle les interfaces. Donc les interfaces, tout simplement, qu'est-ce que c'est ? Vous connaissez en fait comment interagir avec cette boîte. Vous savez par exemple si on parle d'une fonction ou d'une classe, eh bien vous connaissez les signatures des fonctions, c'est-à-dire que vous connaissez le nom de la fonction, vous savez quels sont les paramètres que vous devez passer et vous savez quel est le résultat que va retourner cette fonction. Par contre, vous ne savez pas comment est écrite cette fonction. Si vous programmez depuis des années, vous savez que vous utilisez souvent des fonctions de la bibliothèque standard, de votre langage de programmation préféré, des fonctions max, des fonctions substring, ce genre de choses, même des fonctions print, tout simplement. Eh bien, en fait, vous n'êtes jamais allé, pour la plupart, aller voir comment était écrite la fonction print. Et pourtant, cette fonction, elle existe quelque part, elle a été écrite quelque part. Si vous pouvez l'utiliser, c'est qu'elle a été créée. Et bien là, c'est un peu le même principe. C'est que vous utilisez quelque chose parce que vous connaissez l'interface, c'est-à-dire que vous savez comment y accéder, vous connaissez le nom de la fonction, vous connaissez
les paramètres et la valeur de retour. Par contre, vous ne savez pas comment la fonction a été écrite. Donc on peut considérer effectivement cette notion d'interface comme l'ensemble des signatures des méthodes accessibles pour le composant. Je dis composant en deux termes, j'ai gardé un terme assez général pour parler, ça peut être une fonction, ça peut être un objet, ça peut être une librairie, peu importe. Donc si un composant dépend lui-même du résultat d'un autre composant, il y aura là aussi une interface décrivant les services attendus. Donc dans cette notion d'interface, on sent déjà deux choses. On sent que pour fonctionner, un module va avoir besoin d'informations de la part d'un autre module, et en contrepartie, ce module pourra fournir de l'information pour un autre module qui pourra les utiliser. Donc il y a cette fonction, j'ai besoin de quelque chose pour produire quelque chose d'autre. Et donc je suis à la fois, chaque module est à la fois producteur d'informations et à la fois demandeur d'informations. Et bien c'est exactement ces deux choses que va représenter le diagramme des composants en UML. Ces deux composants vont, pour des notions un petit peu de vocabulaire, vont s'appeler interface fournie. Donc une interface fournie permet de fournir un service aux autres composants logiciels. Typiquement, c'est un module qui dit moi je sais faire ça. Tu peux appeler telle fonction et tu auras ton résultat. Moi je sais le faire. Là j'ai pris comme exemple, on pourrait imaginer un module qui va gérer les droits des utilisateurs. Donc il va gérer les utilisateurs, et si jamais vous lui demandez avec les bons paramètres si tel utilisateur a le droit de faire telle fonctionnalité, eh bien il va vous répondre oui ou non. Donc c'est une interface fournie, c'est-à-dire que c'est une information qu'il vous fournit. Donc le module de gestion d'utilisateur fournit ici les droits d'un utilisateur qui pourront être utilisés pour donner accès ou non à certaines fonctionnalités. Le composant en lui-même est traité comme une boîte noire, puisqu'effectivement vous ne pouvez pas voir comment est écrit le code. Vous ne savez pas qu'est-ce qui est accédé derrière pour avoir les droits de l'utilisateur. Vous savez juste que si vous appelez ce modèle avec les bons paramètres, vous allez savoir si votre utilisateur a le droit ou pas d'utiliser une fonctionnalité. De l'autre côté, on a l'interface requise. Donc cette fois-ci, on est dans l'autre sens. Cette fois-ci, on a besoin d'une information. On n'est plus fournisseur d'informations, mais on est demandeur d'informations. Une information requise pour un composant est une demande d'information de la part d'un autre composant. Typiquement, ma gestion d'utilisateur, qu'on a vu avant, qui était capable de fournir les droits des utilisateurs, et bien peut-être que derrière, elle s'appuie sur une base de données pour savoir si l'utilisateur a le droit ou non d'accéder à telle fonctionnalité. Ça veut dire que tous les droits sont stockés quelque part dans une table, et quand quelqu'un invoque un utilisateur et une fonctionnalité, eh bien, il faudra chercher dans la base de données si la connexion entre cet utilisateur et cette fonctionnalité a été bien faite, donc il a le droit de l'exécuter. Donc on a bien en fait un petit peu cette action miroir de dire cette fois-ci je ne fournis plus une information, je demande une information. Et là on a les trois briques de base en fait de notre diagramme de composants. On a un composant, on a l'information qu'il fournit et l'information dont il a besoin pour pouvoir fonctionner correctement. Et grâce à ces briques, on va monter un petit peu ça comme un Lego. On va savoir pour chaque composant de quoi il a besoin et qu'est-ce qu'il est capable de faire à partir du moment où on lui fournit les informations dont il a besoin. Et donc on peut arriver à modéliser petit à petit notre système. Donc la modélisation, ici je l'ai fait avec StarUML, qui est un logiciel qui fonctionne vraiment bien pour les différents diagrammes du UML et qui en plus est en constante évolution, qui ajoute toujours des nouveaux diagrammes. Donc là, ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'on a essayé de monter notre gestion utilisateur complètement. Donc on a notre module de gestion d'utilisateur qui est en plein milieu de notre graphique. On a prévu une fenêtre d'inscription où un utilisateur peut s'inscrire. Donc la fenêtre d'inscription fournit des données utilisateurs. Les données utilisateurs sont renvoyées au module de gestion d'utilisateur. Lui, en fait, va mettre à disposition de la base de données les données à sauvegarder. Et ensuite, les données seront sauvegardées dans la base de données. Si l'utilisateur vient et se connecte pour modifier ces informations, il aura accès à la fenêtre de modification qui se trouve à droite sur notre graphique. Et cette fenêtre de modification, dans un premier temps, elle va afficher les informations de l'utilisateur, donc elle aura besoin de la gestion d'utilisateur, elle va faire appel à la gestion d'utilisateur pour avoir ces données. La gestion d'utilisateur, elle va récupérer les données de la base de données, donc la base de données mettra à disposition les données, la gestion d'utilisateur va les récupérer. Puis, la gestion d'utilisateur va les mettre à disposition de la fenêtre de modification qui va les afficher. Enfin, il y aura peut-être une modification qui sera faite, donc la fenêtre de modification remettra les données modifiées
à disposition de la gestion d'utilisateur. La gestion d'utilisateur remettra les données à sauvegarder à disposition de la base de données. La base de données pourra sauvegarder enfin les informations. Voilà. Donc, ce schéma nous représente bien les différents composants de notre système et nous montre en fait qui fournit des informations, qui en a besoin. C'était le but de ce diagramme. Donc ce diagramme est un petit peu différent de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, puisqu'en fait il ne parle pas forcément juste des données que nous manipulons, des acteurs à qui nous nous confrontons ou des fonctionnalités qui sont offertes par notre site, mais vous avez vraiment une vue de l'architecture, comment en fait sont organisés les différents éléments de notre site. C'est très intéressant à modéliser, surtout quand on travaille en équipe, parce que ça permet déjà de garder un petit peu la flexibilité de notre architecture, et ça permet de savoir, lorsqu'on a une modification à faire, quels sont les impacts qu'il va y avoir. Typiquement, si jamais je veux, dans ma gestion d'utilisateur, avoir une nouvelle zone où je veux avoir une nouvelle information pour mon utilisateur, eh bien, je sais que si je rajoute quelque chose dans le visuel, c'est-à-dire dans la partie qui est accessible à l'utilisateur, eh bien, je sais que cette partie va devoir également se répercuter dans ma gestion des utilisateurs, dans le module qui gère les utilisateurs, et je vais probablement aussi avoir une répercussion sur ma base de données qui va devoir gérer cette nouvelle donnée. Et donc, le fait d'avoir ce diagramme sous les yeux lorsque l'on fait une modification nous permet de penser à tous les éléments et à tous les impacts que les modules qui vont avoir un impact par rapport à la modification que nous avons décidé de faire. Et donc c'est un autre aspect, un autre point de vue, encore une fois, de notre système, où cette fois-ci on voit comment sont imbriquées les différentes pièces du puzzle que constitue notre système. Voilà, donc un point de vue différent qui permet toujours de modéliser le même système, et vous allez voir qu'en regroupant tous ces différents diagrammes que nous avons vus au travers de ces différentes vidéos sur UML vont nous permettre de nous donner une idée très précise en fait du système sur lequel nous travaillons. Bonne journée!